va vous expliquer On va expliquer pourquoi vous l'applaudissez. Alors Hakim, en fait, il est responsable de l'association Project Hope, qui est l'association avec laquelle on travaille à Naplouse depuis maintenant 17 ans, puisqu'on a commencé en 2008. Donc, pour être très simple, en fait, Amitié Lille Naplouse n'aurait pas pu exister sans Project Hope et donc sans l'aide d'Hakim, parce qu'en fait, tout a commencé par des voyages et ça continue depuis, avec des traducteurs fournis par l'association Project Hope, qui est un repère de francophones là-bas à Naplouse, qui non seulement nous permet les traductions, mais en plus nous a permis d'être en contact avec de nombreuses personnes et personnalités et associations de Naplouse, parce que Hakim avait quand même un carnet d'adresses bien fourni qu'il a toujours mis à notre disposition, comme vous allez le voir tout à l'heure, encore pour ce voyage-ci. On va se présenter à Naplouse, on va se défaire. Je continue? Ouais. Alors, Amitié Lille Naplouse, donc 17 ans d'existence, on ne les fait pas, mais donc ces 17 ans ont été l'occasion d'après Hakim, qui nous a dit ça il n'y a pas très longtemps, de 51 projets communs entre Lille et Naplouse. L'occasion surtout de quelque chose comme 250 voyages de Lillois à Naplouse, sachant que certains Lillois sont allés plus souvent que d'autres. Geneviève, qui ne peut pas venir ce soir, je crois, est allée à 20 reprises à Naplouse. Et donc, elle y a passé, je crois, quelque chose comme 2 ans et demi depuis, sur ces 17 dernières années. Donc, en fait, c'est 250 voyages. Pour mettre en perspective, ça fait à peu près une vingtaine de voyages par an. Donc, une vingtaine de Lillois qui, tous les ans, sont venus à Naplouse, sauf évidemment les périodes Covid. Et puis, la dernière période qui nous ramenait de l'an dernier au mois d'avril, de 2023 au mois d'avril à cette année. Donc, Amitié Lille Naplouse. Après, on se présente peut-être nous. Peut-être rappeler ça d'abord. Peut-être, voilà. Bah, vas-y, Dominique. Non, bah vas-y. C'est quoi Ne vous battez pas, allez-y. Elle est vieux. Non, mais bon, allez, je vais. Le dernier voyage organisé par Amitié Lille Naplouse remontait à avril-mai 2023. Nous étions 16 à cette époque-là. Et le contexte qui s'est avéré de plus en plus compliqué, notamment après le 7 octobre, nous avait conduit à différer les projets qui étaient prévus, notamment à la fin 2023 et plus tard. Mais donc il nous a semblé que c'était justement au moment où c'était le plus difficile, parce quand ils en avaient plus besoin, parce qu'ils étaient en difficulté, qu'il était important de marquer notre soutien et de renforcer les liens avec nos partenaires et amis. L'accueil, c'est marqué à la fin, l'accueil et l'applause est assuré par notre partenaire fidèle depuis 17 ans, Project Hope. Donc c'est suite à l'Assemblée Générale de mars que Marc, tout d'un coup, s'est dit « je vais à Naplouse ». Non, c'était aussi d'une réflexion disant des grands groupes, ça va être très compliqué vu le contexte. Et donc on essaye de partir un petit groupe de quelques personnes, de 4 en l'espèce, pour assez rapidement. Et en fait, entre l'AG qui a eu lieu début mars et notre départ le 11 avril, il ne s'est pas passé beaucoup de temps pour se décider, organiser et partir. Voilà. Et donc une délégation restreinte pour des raisons de sécurité. Alors mixte ALN, Ligue des droits de l'homme, il se trouve qu'on est tous les 4 membres de la Ligue des droits de l'homme, en plus d'être adhérents d'Amitié Lille Naplouse. Et aussi 2 universitaires qui ont permis de favoriser des contacts académiques avec le rectorat et l'université de Naplouse. Alors après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils présentent les 4. Les quoi? Il faut présenter les 4 personnes. Ah bah, présentez-vous. Marc Leblanc, qui est donc, comme a été dit, membre fondateur de l'Amitié Lille Naplouse, qui est adhérent à la Ligue des droits de l'homme, qui effectuait son 10e séjour à Naplouse. Alors moi-même, membre d'ALN et de la Ligue des droits de l'homme. En fait, c'est Hakim qui m'a demandé qu'est-ce que je pouvais donner comme titre pour rencontrer les gens là-bas. Donc je me suis souvenu que j'étais adjoint au maire honoraire de la ville de Lille. Ce qui a impressionné un certain nombre de personnes, je pense, je ne sais pas. Moi j'étais déjà allé il y a 2 ans. Philippe Verbach, membre du comité national de la Ligue des droits de l'homme adhérent d'Amitié Lille Naplouse, doyen de la faculté de langue, de culture et société de l'université de Lille. Et enfin Emmanuel Jourdan-Chartier, co-secrétaire général national de la Ligue des droits de l'homme, présidente honoraire de la Ligue des droits de l'homme, de la section de Lille de la Ligue des droits de l'homme,
adhérente à NN, vice-présidente de l'université de Lille. Alors donc, eux, ils ont eu droit tout le temps à docteur. Voilà. Et toi, c'était quoi ton nom? Raïs. 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 Voilà, donc un séjour dense, plus de 20 rencontres, des réceptions officielles par les institutions locales, le maire, le gouverneur, les responsables des camps de réfugiés. Donc c'est comme toujours quand on arrive avec Hakim, c'est quand on arrive, on sait qu'on aura 7 ou 8 rendez-vous, et à la fin on en a 22, 23. Là, on a vraiment eu, encore plus qu'il y a 2 ans, l'impression de ne pas avoir beaucoup de temps mort. Temps mort, pardon. C'est bien, du temps mort. Hakim, tu peux peut-être aussi te présenter d'ailleurs, pour nous dire depuis quand existe Project Hope. Donc ça fait presque 20 ans que l'association existe. Et donc c'est une association aussi. Donc Marc a parlé des voyages de Lillois. Il faut préciser qu'il y en a beaucoup parmi ces Lillois qui ont fait de bénévolat sur place. Et ça c'est très important. Et on est toujours demandeur donc, des bénévoles de Lille pour venir et partager leur savoir-faire sur place. C'est très important pour nous, c'est aussi très important pour renforcer les liens entre Lille et Naplouse. Et donc quand tu as parlé de Geneviève a été à 20 reprises donc, à Naplouse pour aussi travailler avec les enfants dans les camps de réfugiés, donner des cours de français aux enfants et faire des activités avec les enfants. Donc c'est très important pour nous et donc là c'est l'occasion aussi pour moi de vous inviter tous à venir donc à Naplouse aussi pour faire de bénévolat, pas seulement pour faire une visite d'une semaine ou 10 jours, mais de rester plus sur place et partager votre savoir-faire sur place avec les habitants de la ville. Est-ce que vous voulez que je mette le film? Peut-être avant. C'est tout? Non, c'est tout. C'est ce qu'on avait dit que l'année dernière et on s'était dit qu'on allait y aller et on y est allé. Et donc pour être très honnête, en fait, vous êtes dans un guet-apens parce que l'idée qu'on a quand même derrière la tête, c'est de vous faire aller à Naplouse. Donc vous n'aviez pas deviné. Mais alors il y a 2 possibilités, soit aller à Naplouse, soit nous aider à réaliser les demandes qu'on a récoltées là-bas à Naplouse et dont on va vous parler. Est-ce que vous avez le film ou est-ce qu'on... Moi, c'était mon premier voyage à Naplouse et aussi mon premier voyage en Palestine. Hein. Donc j'ai... ça n'est pas du tout pareil de lire des choses, d'avoir une connaissance théorique sur ce qui se passe et de voir sur place la réalité de ce qu'est l'occupation, la brutalité, la colonisation. Voilà. Donc ça paraît peut-être naïf, mais voilà, je partage aussi ce retour-là. Naplouse, c'est une ville assiégée. C'est l'impression que ça m'a fait, et je pense que c'est partagé, une ville assiégée au sens propre du terme, comme s'il y avait un siège permanent. Alors il y a ces camps militaires israéliens, vous avez vu, c'est une vallée qui sont sur les 2 hauteurs, donc c'est très présent dans le paysage en permanence que d'avoir cette dimension de surveillance militaire permanente. C'est une ville, ça c'est nos photos, hein. Je dois dire que moi c'était un petit peu obsessionnel, hein. Où que je tourne la tête, je me disais mais ils sont là-haut, enfin, il y a quelque chose que je trouve vraiment très prégnant dans le paysage, une ville surveillée en permanence avec des incursions qui sont quotidiennes ou quasi quotidiennes. Alors maintenant je suis j'ai une alerte Google, donc je sais tout ce qui se passe à Naplouse pour jour après jour, des incursions qui sont quotidiennes de l'armée israélienne. Nous ne les avons heureusement pas croisés, voilà. On s'est raté sur l'image d'en bas, là on était au même endroit sur la petite vidéo, mais qu'on ne va pas vous diffuser, on était au même endroit 3 quarts d'heure avant. 3 quarts d'heure avant, mais on a... voilà, mais c'est une présence qui est absolument permanente avec donc, les bases militaires qui cernent la ville en permanence. Voilà. Non, c'est bien, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Une ville complètement close avec les checkpoints, les routes fermées, les fossés qui entravent ou qui empêchent
passage des véhicules avec, donc vous voyez ces barrières jaunes là qui sont fermées ou ouvertes sans qu'il y ait de logique, ni bien entendu d'anticipation possible, mais Hakim là aussi le dira mieux que moi, sur le est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est fermé. Donc on a constaté aussi que toute l'information circule sur les réseaux et les groupes, les taxis en particulier qu'on a pris, ils sont en permanence sur leur téléphone pour suivre où c'est ouvert, où c'est fermé, par où ils peuvent passer. Quand on est arrivé, on devait passer par une route, mais c'était fermé, donc on a fait un grand tour. Et le taxi, il est en permanence en train de regarder par où il peut passer, par où c'est sécurisé, par où ça ne l'est pas. On est allé à la radio, on devait rencontrer une journaliste qui est arrivée avec, je sais pas, 1 heure de retard, parce qu'en fait, c'était fermé. Elle habite à, je sais plus combien de kilomètres, elle nous a dit 8 kilomètres. Bah, elle a attendu 2 heures que la barrière jaune s'ouvre, voilà. Nous, une fois qu'on est à l'intérieur, ça ne nous a pas impacté, et c'est plutôt quand on est passé quand on est allé en taxi de Naplouse à Jérusalem avant de repartir, que là on mesure l'omniprésence dans le paysage de ces checkpoints, de ces barrières, des barbelés, c'est omniprésent dans tout le paysage. Et pour terminer, une ville entourée de colonies, donc je laisserai ensuite tout le monde compléter, 13 colonies qui sont extrêmement visibles là aussi dans le paysage, et avec en particulier au-delà de ce que peut dire le film sur la violence des colons, sur tout ce qu'on peut voir dans la presse, etc., il y a aussi une espèce d'emprise dans le paysage par l'omniprésence des drapeaux. Les colonies, c'est des mares de drapeaux israéliens qui marquent le paysage à l'entrée. On les voit de loin à cause de cette omniprésence des drapeaux israéliens. Donc c'est là aussi, moi j'avais jamais vu un pays où il y avait autant de drapeaux. Enfin, cette expression d'un espèce de nationalisme colonial très fort dans le paysage, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en redisant juste que le nombre d'Israéliens établis en Cisjordanie a augmenté d'1 tiers depuis la dernière décennie. On est à plus de 700 000 personnes, Jérusalem-Est comprise, et que l'objectif des colons, l'objectif affiché des colons et du gouvernement d'extrême droite, c'est d'arriver à 1 million. Donc il y a effectivement une espèce de géopolitique par le fait, quoi. Voilà, je vous laisse Hakim compléter ce que j'ai dit. Oui, l'agressivité des colonies se manifeste aussi par l'architecture des colonies. Vous avez eu un petit échantillon tout à l'heure dans la vidéo, là, de voir cette architecture très spéciale, qui est en fait une espèce de truc un peu féodal, là où on est tourné vers l'adversaire, et avec quasiment des murailles pour empêcher le passage. Donc tout ça, alors, il faut ajouter en plus que c'est pas qu'une agressivité symbolique de la part des colons, et que les gens hésitent de plus en plus à se déplacer, parce que les routes sont souvent coupées par les colons. Il y a des agressions contre les conducteurs et les gens qui sont dans les voitures. Peut-être juste dire là que sur la photo, c'est le maire de Naplouse qui nous montre il avait une carte hyper intéressante pour moi qui ne connaissais pas bien, et voilà, où on voit à la fois toutes les implantations militaires, toutes les colonies, etc. Donc c'était très intéressant d'avoir sa lecture de la carte, et aussi de tous les points de blocage des routes qui sont bien entendu extrêmement nombreux. Le tout avec, ils le disent dans le film, un impact sur la vie économique et sur la vie personnelle des gens qui est majeur. On n'a pas réussi à retrouver le chiffre exact, mais il nous avait donné ce chiffre, et le retrouver à qui il faut qu'on retrouve ce chiffre. On a les deux chiffres, c'est celui de la consommation d'essence. On a du mal à trouver quelle est la durée. Par contre, le nombre de personnes qui venaient à Naplouse avant, tous les jours, pour différentes raisons de travail, d'études, de commerce, avant le 7 octobre, il nous a dit que c'était 120 000 personnes par jour. Aujourd'hui, on en est à 20 000 personnes par jour. Donc, divisé par 6 l'entrée des chiffres que nous a donné le maire dans le visite. Et après, il nous a donné un chiffre sur la consommation d'essence qui montre la même chose, c'est-à-dire que les gens ne se déplacent plus.
pour sortir pour les différentes raisons que... voilà, c'est ce fameux C'est le chiffre là, mais voilà. on ne sait pas la Mais durée. on ne sait donc, pas sur quelle période ça... Voilà. Chez elle, c'était en shekel. Alors un shekel c'est 0,24. c'était 175 000 €. Donc, moi je pense que c'est un chiffre Mensuel. Mensuel. Voilà, mais c'est très concret, voilà. Sur le ralentissement global de l'activité économique, ils nous ont indiqué, donc c'est ce qu'on a mis là, à la fois la chute de l'activité globale, du pouvoir d'achat, le fait que ça a un impact pour les fonctionnaires qui sont payés de manière aléatoire et qui perçoivent jamais la totalité de leur salaire, des impacts médicaux. On a eu des échanges très intéressants, en particulier avec Médecins sans frontières, qui est présent sur place et qui expliquait la nécessité de créer des stabilization points, je ne sais pas le dira mieux que moi, c'était l'anglophone de l'étape, pour mailler le territoire quand il y a des blessés ou des malades ou des urgences médicales. Comme la circulation est bloquée, le transfert vers un hôpital ou vers un premier poste de soins n'est pas possible. Donc il faut organiser le territoire pour pouvoir prendre en charge ce temps d'attente le plus possible. Et puis peut-être ajouter la question scolaire. Voilà, moi j'ai été très marquée par ce que nous ont dit les gens du rectorat sur l'impact des incursions militaires sur la scolarisation. Dans le film, ils évoquent les étudiants, mais sur la scolarisation, ce que nous ont dit les interlocuteurs du rectorat, je vous laisserai compléter, c'est que en fait, c'est quasiment obsessionnel tous les matins de savoir s'il y a ou pas une incursion militaire et quelle école peut ouvrir ou doit rester fermée et comment prévenir les enfants qui ne doivent pas aller à l'école. Et il nous expliquait que quand ils s'aperçoivent qu'il y en a qui sont sur la route de l'école, c'est panique à bord pour essayer d'arriver à les prévenir, d'arriver à les intercepter avant qu'ils se retrouvent en contact avec l'armée. Sur la question des déplacements, il y a quand même pas mal de monde dans la salle qui connaît déjà bien, j'imagine, la géographie, la physionomie en fait, de cette partie de la Cisjordanie, mais pour ceux qui connaissent moins, ce qui est frappant également, c'est les distances très courtes dont on est en train de parler en fait, pour aller de Tel Aviv à Naplouse, c'est voilà, si on circulait normalement en 3 quarts d'heure, c'est fait quoi. De même que pour aller de Naplouse à Jérusalem, voilà, dans des conditions à peu près normales de circulation, c'est nettement moins d'1 heure en fait. Cela dit, ce qui nous a été assez régulièrement dit, c'est que beaucoup de gens en fait s'interdisent désormais, depuis 1 an, 2 ans en fait, de sortir de la ville, d'aller voir les amis très proches qu'ils peuvent avoir en fait à Ramallah, parce qu'ils ont peur en fait d'emprunter ces routes. Ils ont peur d'abord parce que c'est imprévisible. On peut se passer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, enfin on ne sait jamais combien de temps ça peut durer pour des déplacements qui sont relativement courts. Et puis aussi on en court et on prend le risque en fait, d'avoir des agressions sur la route en fait. Donc c'est cette peur-là qui est intériorisée et qui fait que pour des déplacements banals, il y a une forme d'autocensure en fait qui s'applique pour les interlocuteurs d'Aboulsi avec qui on a pu en discuter. Peut-être en profiter pour dire que c'est aussi comme ça, un peu pour ça qu'on est là, qu'on compte sur vous, c'est-à-dire que tous ces gens qu'on a vus, en particulier je pense au rectorat, ils sont très demandeurs de partenariat, donc si vous avez des contacts au rectorat, dans les écoles, dans des classes s'il y en a qui sont enseignants ou qui connaissent des enseignants, il y a des tas de choses qui peuvent se faire à distance. Zoom permet d'organiser des projets, des jumelages de classes, de groupes d'élèves, des jumelages d'enseignants pour échanger sur des pratiques pédagogiques, qu'elles soient linguistiques ou pas linguistiques. Donc c'est un peu aussi, le but de la réunion, c'est un peu de lancer un appel à ceux qui auraient la possibilité de ça. De la même manière, on a eu des tas de demandes de la part de médecins, etc. Donc, voilà. Alors sur le blocage, ça c'est les pompiers. C'était ma visite préférée. Les pompiers. L'histoire, c'est que c'est le maire qui nous a dit, dans la demi-journée qui nous restait, il faudrait que vous alliez voir les pompiers. On n'était pas dans l'enthousiasme, on en avait déjà jusque-là des rendez-vous, on se dit bon, les pompiers, pourquoi pas. Et en fait, ça a été un rendez-vous passionnant et très instructif sur
la vie quotidienne des Nablousis vue par les services de secours. Parce qu'en fait, les services de pompiers, ils ont aussi la responsabilité du contrôle de la vie. Il y a un gros système de vidéosurveillance, il y a 16 caméras sur l'ensemble de la commune de Naplouse, et c'est les pompiers qui le gèrent, parce qu'en fait, c'est surtout pour des questions de sécurité liées à leur activité. Donc la rencontre était intéressante et ils ont une demande, on va passer, puisque la demande c'est que pendant longtemps ils ont pu avoir des échanges quand les pompiers étaient sous la responsabilité de la métropole de Lille, notamment il y a des échanges pour la formation, et il n'y en a plus depuis que c'est le SDIS est sous la compétence du département du Nord. Donc on va essayer de voir si vous avez des contacts chez les pompiers, c'est le moment. Et on a vu qu'il y avait aussi 2-3 associations de pompiers volontaires qui ont fait notamment de la formation au Liban. Donc on va essayer de retrouver leurs contacts pour donner. C'était ça, leur demande était celle-là. L'explication sur le... Il y a une magnifique vidéo, on la voit pas aujourd'hui. Si, elle est juste après. Enfin, donc c'est quand même que... Ouais, je vais le faire en français avant pour... Non, c'est que ce qu'ils nous ont montré, parce qu'on s'est dit, mais c'est quoi la particularité du métier de pompier ici? Il dit en fait c'est la présence de l'armée israélienne. Et donc que ce soit, on a parlé tout à l'heure des enfants qui vont à l'école, c'est une de leurs tâches. Quand on leur signale que des enfants sont partis et qu'on ne sait pas où ils sont, les pompiers vont aussi à la recherche des enfants pour les ramener chez eux avant qu'ils se retrouvent devant une porte d'école fermée, ou quand ils sont déjà sortis de l'école, de les ramener plus rapidement. Et après, il y a tout le système des trucs pervers de l'armée israélienne. C'est que quand ils doivent intervenir pour un accident ou pour un incendie, alors que l'armée israélienne est présente dans les rues ou aux abords de Naplouse, il y a un contact, on a découvert, donc il y a un contact entre le gouvernorat et l'armée israélienne qui donc redonne le contact aux pompiers, qui leur dit, donc ils leur font des plans sur Waze, leur expliquant vous pouvez passer par là et par là, on vous laissera passer pour aller sur le point d'accident, au point d'incendie. Et il dit, donc on fait ça, et puis à un moment on arrive, et c'est les images extraits de leur banque de données, et à un moment on arrive là, c'est-à-dire qu'on nous a dit de passer par là, et on tombe sur un officier d'armée israélienne qui dit non, non, vous ne passez pas. Rappelez pour savoir, mais vous ne passerez pas par ici. Et là, c'est encore pire, c'est un incendie qui est à Naplouse. Et là, le pompier nous explique, là, on y va, et on tombe sur l'armée israélienne qui dit non, non, c'est nous qui avons mis le feu, vous ne l'éteignez pas. Donc, enfin, c'était un des moments, enfin, c'était une vision un peu différente de ce qu'on avait pu voir avec des gens. Et donc là, l'interview du pompier par Philippe. Okay, as a firefighters, fire department in Nablus, we faced some problems J'ai pas de Dis ce qu'il dit. J'ai pas de... En gros, enfin, le gars nous a expliqué précisément ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas être pompier comme dans n'importe quel lieu, en fait. C'est que il y a tout un ensemble d'entraves. D'abord ça que vous avez vu tout à l'heure, en fait, les routes bloquées, les itinéraires dictés par l'occupant. Puis il y a aussi post-intervention, en fait, tout un ensemble de mesures vexatoires. Arrêter les gens, leur demander leurs papiers, alors que c'est des pompiers, hein. Personne ne peut louper le fait que c'est des pompiers, quoi. Ils ont des camions rouges, et ben malgré ça, hop, ils sont arrêtés, contrôle d'identité, vérification d'identité, enfin, ce qui est complètement surréaliste, quoi, alors qu'ils sont en intervention. Donc ça, c'est voilà, les aspects vexatoires quotidiens, en fait, hein, de l'activité de ce type de service de secours, racontés très patiemment et dans un très bon anglais par ce pompier qui a obligeamment répondu à nos questions. Voilà. Alors sinon, dans les échanges, hein, il y a une partie des camions de pompiers qui viennent d'Allemagne et dans le cadre de jumelage d'autres structures. Les camps. Les camps de réfugiés. La carte elle est instructive, c'est qu'on voit la différence de densité. Quand on parle d'un camp de réfugiés, voilà à quoi ça ressemble en densité. Donc c'est quand même très net par rapport au reste de... en fait, ce camp de réfugiés, c'est Balata ici, et il regroupe environ 30 000 personnes. C'est le plus grand de Cisjordanie. Là, il y a quelques photos, mais... On va peut-être expliquer le camp de réfugiés, le statut par rapport à... C'est des communautés Les camps de réfugiés sont les 4 camps de réfugiés de Naplouse, hein, c'est ça? Ouais.
les 2 Ascars, ça fait 4 au total, donc ne dépendent pas de la municipalité de Naplouse. Ils sont jusqu'à présent sous le contrôle c'est des camps de réfugiés sous le contrôle des Nations Unies, notamment en l'espèce de l'UNRWA, donc qui est l'agence des Nations Unies qui avait été créée pour les camps de réfugiés en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, en Syrie, et tout. En Égypte, en Jordanie. Et donc, c'est ça que l'armée israélienne veut plus reconnaître et que Trump veut liquider également, enfin, donc, même s'il est. Et donc, aujourd'hui, enfin, on l'a vu, je crois que la volonté de l'État israélien, c'est très clairement affiché, c'est même dit, c'est de supprimer les camps le statut de réfugié issu de 48, de la Nakba. On a vu les clés avant, hein, donc, c'est dans le musée de l'université. Oui, c'est ça. Et donc là, il y a déjà eu la liquidation de l'UNRWA à Gaza. Il y a eu la semaine dernière, il y a 10 jours, la fin de l'UNRWA à Jérusalem-Est, c'est-à-dire que les dernières écoles ont été fermées et terminées. Et là, il y a eu la suppression des camps l'expulsion des personnes dans les camps de réfugiés de Jenin, Turkaren et Nourcham. Nourcham, qui est aussi à Turkaren. Donc, et là, au total, 40 000 personnes ont été expulsées. Dans ces 3 camps. Ont été expulsés de leur logement et donc ont dû se débrouiller pour aller ailleurs. L'objectif, c'est c'est très clairement l'objectif politique, c'est qu'il n'y ait plus de réfugiés issus il n'y ait donc plus de droits liés aux réfugiés, c'est-à-dire plus de droits au retour et plus de protection internationale sur le statut de réfugié. Et là franchement, c'est quelque chose qu'on a très fort senti à Ascar et à Balata et qui nous a été dit par les gens qu'on a rencontrés. Oui, d'autant plus que le travail de l'UNRWA comportait plusieurs aspects qui étaient l'éducation, c'est-à-dire que l'éducation des enfants dans les camps de réfugiés et en gros, dans les camps de réfugiés, 50% des personnes qui y habitent ont moins de 18 ans. Donc leur éducation, les soins, ou tout au moins les premiers soins, parce qu'après c'est l'hôpital, mais les premiers soins étaient aussi donnés par les dispensaires dans l'UNRWA, et le nettoyage des camps, l'entretien du camp, était aussi dépendant de l'UNRWA, qui employait du coup des Palestiniens du camp, pour la plupart, pour effectuer ces tâches. Donc les problèmes créés à l'UNRWA par les États-Unis et surtout par Israël créent un problème énorme dans les camps de réfugiés. Peut-être juste pour compléter, moi, ce que je trouve vraiment, je pense qu'il faut répéter et re-répéter. On parle à propos de ce qui se passe actuellement à Gaza, où on est dans l'insoutenable d'une nouvelle Nakba. On est dans une situation où la Cisjordanie, à bas bruit, subit quelque chose qui participe du même objectif global. Et ce qui est marquant, c'est que cette offensive sur les camps en Cisjordanie, dans la presse française, dans la manière dont c'est présenté, quand c'est évoqué, rarement, c'est évoqué par le biais d'une catastrophe humanitaire. Il y a 40 000 personnes qui n'ont pas de logement et qui sont chassées des camps. C'est certes une situation humanitaire et humaine terrible, mais c'est d'abord une question politique. C'est d'abord faire disparaître 48, les réfugiés de 48, l'histoire même de ces réfugiés et la possibilité du droit au retour. Et je pense que c'est complètement... c'est pas bien présenté, voilà, c'est pas très étonnant, mais c'est présenté comme une catastrophe humanitaire. La plupart des gens, ils imaginent en France que c'est des camps avec des tentes et qu'on évacue 40 000 personnes de camps avec des tentes. Ça n'est pas du tout ça l'histoire, quoi. On ne raconte pas la bonne histoire, me semble-t-il, sur ce sujet. Voilà. Après, les camps sont... Des images des camps peut-être. Oui. Voilà. Voilà à quoi ressemble un camp. Voilà, c'est Balata en fait. Hein. C'est là où on s'est rendu le dimanche. Voilà, avec, pour ceux là encore qui ne connaissent pas bien, le côté caractéristique en fait de ce type de construction avec les étages qui se sont ajoutés les uns aux autres en fait au fil des générations qui étaient installées sur place. Ça donne des rues en forme vraiment des dalles, hein, avec des ruelles qui sont des fois assez étroites pour ne pas être trop corpulent, ou alors faut passer et beaucoup d'enfants. On s'est rendu 2 fois à Balata, la deuxième fois on y est allé, c'était la sortie de l'école.
il y avait des mômes partout, quoi. C'est des endroits très vivants. Et quelques artères comme ça, assez larges, mais somme toute assez peu. Le mercredi, dans la nuit du mercredi au jeudi, avant notre arrivée, on est arrivé le vendredi, il y avait eu une intervention des forces israéliennes qui étaient intervenues dans 300 logements. Alors, on a été accompagné en fait par des personnes responsables du camp, en fait, en l'occurrence le maire du camp, qui a dépêché quelqu'un pour qu'on puisse aller discuter avec ces gens qui avaient vécu ça. Faut imaginer des gens qui étaient sous le choc de la brutalité de ces interventions, annoncées en fait par le survol de drones en fait qui passent dans ces ruelles très étroites. Et qui annonce quelque part en fait le fait qu'il va probablement y avoir une intervention en fait des soldats. On a en particulier discuté avec la dame que vous voyez là tenir la porte de son fraiseur en fait. Je précise qu'elle avait été arrachée, elle la tient comme ça, mais en fait elle ne tenait plus la porte. C'est une dame qui vivait avec 4 enfants de mémoire, je pense, et plutôt jeune. Les derniers, ils devaient avoir 4-5 ans, c'était tout le monde. Et l'appart avait été littéralement saccagé, quoi. C'était incroyable. Il y avait des coups de tatane qui avaient été donnés dans les meubles, le hublot de la machine à laver arraché, le costume du mari qui n'était pas présent en fait, il était lacéré à coups de couteau, le mobilier lacéré à coups de couteau, les écrans de télé, d'ordi qui avaient délibérément été piétinés pour que l'écran soit cassé. C'était cette espèce de violence ordinaire, et on a eu on a visité 2 autres maisons en fait, où le discours était le même, quoi. Et en plus avec une forme d'incompréhension, parce qu'il y avait des gens dans le lot qui avaient été dans la deuxième famille, des gens qui avaient été arrêtés. Ils ne savaient pas pourquoi, ils ne savaient pas où ils étaient arrêtés, pour combien de temps. Enfin, il y a ce côté aussi complètement, la terreur par l'arbitraire en fait, qui est particulièrement saisissante. Voilà. Ils avaient arrêté, on a vu donc 3 familles. Dans la deuxième ou troisième, je ne sais plus dans quel ordre c'était, ils avaient arrêté une dame de 68 ans qui vivait toute seule avec 3 enfants adultes handicapés. Et donc la personne qui nous a reçus, c'était la sœur de la dame qui était arrivée de Jordanie pour s'occuper de ses neveux adultes. Là, il y a quelque chose, c'était incompréhensible pour tout le monde, l'arrestation de cette dame. Et en plus, une situation de détresse humaine, parce que alors on a appris après qu'elle avait été libérée, ils nous ont dit le jour où on est parti, mais il y a aucune, j'en sais Philippe, il y a aucune, il y a quelque chose où l'arbitraire est une arme de guerre, et c'est une arme de terreur c'est une guerre contre l'ensemble des populations par la terreur de l'ensemble des populations, et donc c'est très propre au demeurant aux guerres coloniales. Ah, oui. Alors on te laisse la parole. Eh bien, j'ai été très impressionnée. Nous étions à Naplouse le jour de la Journée internationale des prisonniers palestiniens. J'ai été invitée à prendre la parole. C'était très impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde, toutes les familles des personnes détenues. Après, ils se sont moqués de moi parce que ça a été mis sur des réseaux et je sais pas quoi. Et donc, j'avais plein de vues, donc ils étaient persuadés que je ne reviendrais jamais et qu'ils ne me laisseraient jamais sortir. Mais si, je suis revenue quand même. 2 jours après, il y avait 26 000 vues sur la page uniquement du discours d'Emmanuel. Peut-être dire juste, en bas on a rencontré donc l'association des prisonniers. Il y a 10 000 prisonniers, un peu plus de 10 000 prisonniers. L'immense majorité de ces prisonniers sont en fait en détention administrative, c'est-à-dire pas jugés, tout ça est absolument hors de tout cadre juridique, c'est de la détention arbitraire. Et là aussi c'est une arme de guerre. 10 000 prisonniers, c'est une arme de guerre, c'est pas une politique
en tant que tel. Ces prisonniers, les familles n'ont quasiment, ce qu'on nous a dit, enfin, quand on a discuté avec la situation des prisonniers, les familles n'ont pas du tout d'informations sur où ils sont, pour combien de temps, qu'est-ce qui se passe. Tout passe par les avocats et donc très souvent, c'est par l'association des prisonniers qu'il y a les avocats, ce qu'ils nous disaient, et que les avocats arrivent à obtenir des informations un peu parcellaires. Et bien entendu, ce sont des détentions qui sont émaillées d'une malnutrition systématique, de violence et de torture quasi généralisée, et qui concernent des hommes, des femmes, mais aussi des mineurs qui sont détenus de manière complètement arbitraire. Ah, je vous épargne mon discours, vous n'êtes pas obligé en plus. Vous pouvez le regarder sur les réseaux. Ça c'est notre visite à Balata, mais peut-être on va te laisser parler, Marc, des liens entre les Alors oui, quelque centres chose sociaux. un peu plus gai quand même. Là, vous avez quelques images des activités pour les enfants à Balata. Actuellement, Et Ascar. alors il y a En bas, c'est mais, Ascar. Ouais, c'est Ascar. voilà, en bas c'est Ascar, en haut c'est Balata. Ouais. Là, c'est les enfants. Ouais. Et Donc, on a des photos effectivement de plusieurs camps de réfugiés avec une grosse activité qui est menée en direction des enfants dans les camps de réfugiés et une grosse demande là aussi évidemment d'échange avec nous. Et le centre IAFA, celui où on a été accueillis là, au jardin d'enfants, est actuellement en contact avec un centre social lillois. Et donc on essaye d'aider aussi à la création de relations de plus en plus précises entre centres sociaux lillois et centres dans les camps de réfugiés ou hors des camps de réfugiés, puisque on a un deuxième centre social qui est en contact avec le MCRC qui est dans la vieille ville de Naplouse. Le MCRC dépend de la mairie et donc qui est en contact avec le centre social des Bois Blancs. Donc voilà, donc là aussi il y a du travail possible à faire. N'hésitez pas, si vous êtes dans ces quartiers, à voir un peu si vous pouvez donner des coups de main. Et puis sinon aussi à aider parce que des demandes on en a d'autres encore de Naplouse. Je suis très bavarde, juste rajouter une chose, c'est que moi j'ai été, je pense qu'on a tous été marqués par la diversité des activités, d'autant plus que nous avons assisté à toutes les activités. La diversité des activités, le souhait justement de proposer des activités très diverses à la fois aux enfants et aux ados, qui nous a été explicitement présenté comme un moyen de leur faire autre chose que de ruminer une forme de colère qui peut naître de la situation. Et puis moi j'ai été marquée aussi par le fait qu'ils nous ont dit, je crois que c'était à Ascar, que les activités elles terminaient très tôt, parce que comme ça les enfants ils pouvaient rentrer chez eux plus tôt, donc ça s'arrête à 14 h ou quelque chose comme ça. L'école. Avant 13 h. Avant 13 h. Et même quand on est allé dans le centre social, il était 16 h, il n'y avait plus d'enfants à Ascar parce qu'ils étaient rentrés chez eux parce qu'il ne faut pas qu'ils... Il y avait l'armée qui était pas loin. Voilà ça, parce que comme il y a la menace de l'armée qui est juste à côté, il faut qu'ils rentrent chez eux tôt pour au cas où, voilà. Et c'est à Ascar où l'armée elle est tout près à 2 km. Il y avait une opération de l'armée israélienne qui était pas loin juste à côté, donc ils ont fait rentrer les enfants tôt parce qu'ils avaient peur. Il y avait 2 blessés ce jour-là, de moins de 18 ans. Et il nous avait dit aussi qu'il y avait des gamins qui voulaient aller jeter des pierres et que c'est ceux qui devaient partir en voyage, je sais pas où, et donc ils font du chantage au voyage en disant non, tu vas pas jeter des pierres sur l'armée israélienne, sans ça tu partiras pas à l'étranger, pour que les enfants se mettent pas en danger. Voilà. Mais il y a une espèce de, un très fort engagement pour essayer de donner aussi d'autres horizons à tous ces enfants et ces ados. Bah là, en fait, c'est plein de. On a pris plein de notes. Et, c'est plein de bribes de ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, qui nous a marqué. Moi, je trouve que je sais plus qui nous l'a dit en fait, hein, mais quand ça nous a été dit, les Israéliens ont tout tué, même la peur qu'ils avaient enfouie en nous. Quoi. Enfin,
il y a un côté là aussi d'intériorisation de cette violence. Moi, ce qui m'a marqué pour un premier séjour, alors je ne sais pas si c'est parce que Hakim a une mauvaise fréquentation, mais on a quasiment jamais rencontré qui que ce soit qui n'ait pas lui-même vécu l'expérience de la prison, ou qui n'ait pas lui-même vécu l'expérience de tir sur lui-même, ou des membres de sa famille, de morts dans sa famille, voilà. Donc c'est vraiment, enfin, c'est pas isolé, quoi. C'est massif en fait comme phénomène, ce vécu en fait de la répression. Et donc ça marque bien évidemment profondément les esprits. On a eu une discussion extrêmement éclairante avec un psychiatre, Abou Georges, qui essaie lui, avec les moyens du bord, de répondre à ce besoin qui est de plus en plus évident de prise en charge en fait des populations, et sur lesquels il est quand même forcément assez démuni. Mais il y a au moins une évolution positive dans ce qu'il nous dit sur le rapport à la santé mentale. C'est que c'est peut-être plus, on va dire, reconnu comme un besoin, mais là où on voit que c'est compliqué, c'est que intervenir sur des traumas, c'est super, mais si le trauma il est quotidien et il est répété, vous pouvez intervenir tant que vous voulez, vous allez avoir du mal à être pertinent et efficace. Donc ça, c'est un petit peu de bribe. Alors très rapidement aussi, on a eu une interaction spontanée alors qu'on se baladait à Balata, quelqu'un à qui on a dit qu'on était de la Ligue des droits de l'homme, et on ne l'a pas dit qu'une fois, c'est les droits de l'homme, mais regardez ce qui se passe à Gaza, enfin tout ça c'est juste la blague en fait. Ça c'était une espèce d'expression spontanée de cette forme de désespoir aussi, et puis de la présence constante en fait de Gaza dans tous les esprits en fait, pour des raisons là aussi évidentes, et qui joue aussi en termes d'autocensure. On a discuté avec un camarade qui s'occupe d'animation culturelle, qui dit c'est compliqué pour nous, quoi, faire monter des projets culturels. Alors ce qui est en train de se passer là, forcément c'est prendre de risques qu'on nous dise vous faites quoi là en fait, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer à 150, il y a 200 km, 100 km, voilà, c'est tout près, quoi, voilà. Ah, et si un truc, si le samedi vous dites encore une manif avec en soutien à la Palestine, et que vous dites en fait ça aussi on nous l'a dit, continuez, parce que nous, savoir qu'à Lille il y a des gens qui défilent dans les rues avec des drapeaux palestiniens pour dénoncer ce qui se passe, nous ça nous fait du bien, ça nous fait, on se sent soutenu. Donc voilà, si certains samedis vous êtes pris d'un peu d'abattement, allez-y, parce que ça a du sens déjà pour vous, mais ça a aussi du sens pour les gens sur place en fait, qu'on continue de visibiliser en fait cette mobilisation en soutien à la Palestine. Peut-être juste dire que toujours les appels, dans les contacts qu'on cherche, éventuellement il y aurait des contacts aussi de psychologues, psychiatres, associations professionnelles de psychiatres ou psychologues pour échanger. Donc ça fait partie des demandes là aussi. C'est des prises de contact, c'est des réunions de travail ou des séminaires qui peuvent avoir lieu à distance avec Zoom, et ça permet d'aider les professionnels qui cherchent à faire au mieux. Ça c'est les actualités, mais non actualisées, puisque je ne l'ai pas réactualisé depuis le 10, je crois. On peut signaler que lundi, il y a eu une intervention israélienne dans le camp de Balata, que hier c'était dans le camp d'Ascar. En fait, les interventions sont effectivement de plus en plus quotidiennes et malheureusement toujours aussi sauvages. Malgré tout. Malgré tout. Un projecteur pour nous bien, ça c'est pour que les gens viennent. Une image très touristique là, c'est des bâtiments dans lesquels est installé Project Hope, avec un bougainvillé devant la porte qui donne une couleur rose absolument magnifique en fait. Le bureau d'Hakim, et là où on était tout le temps. Voilà. Donc sinon, effectivement, on l'a marqué quand même dans la vieille ville, il y a toujours les commerçants qui ouvrent quand même, malgré tout ce qu'on a dit sur la fréquentation en baisse, qui ouvrent tous les jours leurs rideaux
de faire pour ouvrir leurs échoppes et le commerce. Mais on sent bien que par rapport à il y a 2 ans, ça fonctionnait au ralenti. Et donc le savon, toujours, Marc, toi qui es spécialiste du savon de Naplouse maintenant. Ah, je connais une spécialiste bien meilleure que moi sur le sujet, qui a fait sa thèse d'ailleurs sur le savon de Naplouse. En fait, bon, la visite à la savonnerie Toucan est quasiment obligatoire à chaque fois qu'on y va, pour le plaisir, parce qu'il y a d'abord le côté très joli de ce qu'ils appellent les jupes, c'est le savon qui est en train de sécher, et puis il y a l'odeur évidemment du savon, et un endroit un peu mythique quand même de Naplouse. Ça c'est pour ceux qui hésitent à venir. Deuxième image touristique. Pour tout vous dire, quand on n'a pas parlé de nos conditions de voyage, on le fera peut-être après, mais on est arrivé assez tard, beaucoup plus tard qu'on espérait, dans les locaux de Projectop le premier soir. Non, et on est passé, non, c'était à l'hôtel, le premier soir, à l'hôtel des Yasmines, et Marc dit, on va trouver quelque chose à manger. Et on arrive à Kim avec une table. Et un maclobé. Un maclobé. Le premier maclobé du séjour. Là, c'est monsieur le maire qui est en train de servir. Là, c'est monsieur le maire qui nous a invités et qui nous sert dans les locaux. Le bougainvillet est là, mais c'est fermé parce qu'il fait froid. Et donc, on a mangé dans les locaux avec le maire. Et on a donc... On a été, non, pour dire qu'on a vraiment une hospitalité extraordinaire, on a vraiment été reçus, que ce soit en délégation officielle ou avec des gens qu'on connaît mieux maintenant chez eux. Ce qu'on a pu mesurer surtout, c'est l'intérêt du travail dans la durée. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir en 17 ans eu le temps de tisser des liens, on retrouve des gens qu'on a rencontrés à plusieurs reprises tout au long de ces 17 ans, et évidemment le contact il est à la fois beaucoup plus chaleureux, mais aussi plus efficace, parce qu'il n'y a pas la méfiance sur je vais leur parler de ça, mais encore une fois c'est des gens qui passent et qui vont rien faire derrière, etc. Là il y a un début de preuve au moins que il se passe toujours quelque chose quand on va à Naplouse et quand on en revient. Ouais, le gouverneur a été reconduit en 2013. Alors, oui, alors l'anecdote du gouverneur, vas-y. Ah non, je te laisse. Non, c'est toi qui es mis en cause là. Alors, l'anecdote du gouverneur, c'est qu'en fait, on a été reçu par le gouverneur. Alors bon, on était un peu surpris quand même d'être reçu aussi officiellement. On avait déjà été reçu la veille par le maire de Naplouse. Et quand le gouverneur nous a accueillis, on a eu le droit à une étreinte assez impressionnante et un peu surprenante sur le Pas coup. moi. Alors, moi je savais que, je me souvenais évidemment du personnage, puisque on l'avait invité à Lille en 2013, à une époque où il n'était pas gouverneur et où il était chargé du suivi de la colonisation pour l'autorité palestinienne. Donc Hassan Darlas, et donc voilà, les souvenirs que j'en avais, c'est qu'on le connaissait, bon, j'étais un peu surpris qu'il me reconnaisse, mais surtout, il a très vite fait traduire que, en fait, il était extrêmement content de nous recevoir, parce que... que pour lui, Amitié Lille Naplouse, c'était quelque chose de très important dans sa vie. Ouais, parce que la première fois où il avait vu la mer, il avait 40 ans, et c'était grâce à nous, lors de son voyage dans le nord de la France. À Malo. Voilà. Super. Ce qui dit quelque chose de l'enfermement au demeurant, puisque la mer est à 40 des hauteurs avec un bon téléobjectif, on la voit la mer. Donc on a vu des images. Il y a un photographe, Naboulsi, en fait, qui s'amuse à ça, en fait, qui grimpe sur les hauteurs qui dominent la ville avec quand même un bon téléobjectif. Et de temps en temps, il zoome vers la vallée du Jourdain, en fait, et on voit, en fait, voilà, il arrive à capter des images. Et inversement, quand il se tourne vers la Méditerranée, là on se rend compte que le zoom, en fait, ça dure pas des plombs, en fait, et qu'il y a comme quelques sauts de puce pour arriver à la mer. Donc on voit la mer, en fait, par temps clair, depuis les hauteurs de Naplouse. Naplouse Boulevard. Naplouse Boulevard, c'est le projet officiel, parce que il y a le projet citoyen d'Amitié Lille Naplouse et il y a le projet officiel du jumelage entre
entre la ville de Lille et la municipalité de Naplouse. Et donc ça fait, d'ailleurs, le projet doit être, une convention qui doit être signée prochainement entre les deux villes. C'est un projet de restauration d'un site, d'un ancien site industriel, c'était des centrales thermiques, électriques. Des centrales électriques qui sont à l'est de Naplouse, près de Balata. En fait, on nous en avait toujours beaucoup parlé, c'est la première fois que le maire avait proposé d'aller visiter. Et donc, c'est un projet, donc il y a deux bâtiments, il y en a un qui doit être transformé en espèce de ruche d'entreprise de technologie, un peu sur le modèle de Ratec, au bois blanc, et l'autre en lieu culturel, donc avec une grande salle de spectacle. Et donc il y a les services techniques municipaux, les services d'urbanisme de la ville et le CAUE du Nord qui ont travaillé depuis longtemps, qui ont fait des études. Maintenant le problème, ça va être de passer à la phase opérationnelle pour traduire ces projets en réalité. Ça fait le lien, ouais, peut-être juste dire qu'il y a 3 étudiants, enfin qu'il y a autour de Naplouse Boulevard, il y a un jumelage, enfin un accord entre l'Université de Lille et l'Université de Nadja. Ouais, d'ailleurs, on s'est rendu à l'Université de Nadja et on savait qu'il y avait un accord, enfin des conventions qui existaient en fait déjà depuis un moment entre Lille 1, Lille 3 et An-Naja qui datait pour certaines d'un paquet d'années, plus de 15 ans. Et on voulait voir un petit peu voilà, ce qui pouvait être fait en termes de dynamisation des échanges. Parce que c'est aujourd'hui quand même essentiellement concentré dans le secteur géographie, aménagement, urbanisme, notamment du fait du projet que vous venez de voir. Mais on s'est dit, on a eu l'intuition qu'il y avait peut-être aussi d'autres secteurs qui pouvaient être pertinents. Moi je savais qu'il y avait des étudiants en ma composante en fait, qui avaient obtenu leur licence à Naplouse et qui étaient partis pour faire un master dans ma composante. Donc l'idée c'était de dialoguer, voir avec les interlocuteurs de l'université ce qui pourrait être fait. Donc là on est en discussion, c'est un travail qui est en cours en fait. On a eu notamment un bon accueil de la part du département de français qui a connu ses beaux jours il y a une vingtaine d'années. En fait, l'enseignement du français s'est un petit peu essoufflé depuis une bonne dizaine d'années. C'est pas spécifique à Naplouse, il y a un problème de recrutement globalement dans l'enseignement des langues au niveau mondial. C'est pas spécifique ni au français ni à Naplouse. Mais ils sont en tout cas très preneurs d'essayer de renforcer les coopérations entre l'Université de Lille et eux. Notamment pour l'attractivité de leur propre filière, c'est-à-dire que s'il y avait un dispositif qui permettait aux étudiants de Naplouse d'être accueillis pour un semestre ou un an pour avoir un an d'apprentissage du français en France, c'est vrai que leur filière, du coup, elle en serait plus attractive. Il y a une cote d'alerte qui est un peu atteinte d'ailleurs, parce que quand je les ai vus après le retour, ils m'ont fait part d'un chiffre qu'ils n'avaient pas livré pendant l'entretien officiel où il y avait la vice-présidence de l'université, mais l'année dernière ils étaient à 4 inscrits en français. Donc le boulet il passe vraiment tout près, donc ils cherchent tous les moyens de relancer ça. Et nous on se dit que c'est pas pour la défense de la francophonie bien sûr, mais en tout cas ça permet d'envisager des projets qui permettraient dans l'immédiat d'accueillir des étudiants de Naplouse pour des projets de formation, puis on l'espère à terme d'avoir un vrai échange, c'est-à-dire de faire en sorte, quand les conditions le permettront, en fait, que des étudiants français aillent aussi étudier à Naplouse. On a été bluffé par la qualité du campus. Alors il y a l'ancien campus qui est nickel, on ne saurait pas dire que c'est un ancien campus, mais alors le nouveau campus, c'est plus que nickel. Donc, il y aller voir au travail à l'université de Lille. Il y a des locaux chez nous qui sont quand même moins. On a envisagé de leur demander des sous pour réparer nos amphis de cité scientifique. On s'est dit que peut-être. Ouais. Ça, c'est une photo de la bibliothèque qui suit la pente de la colline. C'est vraiment un espace super agréable. Ça a été financé par plein de pays, Qatar, Émirats, pas beaucoup de financement pays européens.
Mais en tout cas, donc ça a été inauguré en 2006 ou 2007, je pense à peu près. Donc c'est encore tout neuf et il y a plein d'étudiants, ça vit, enfin voilà, on a fait une super visite de la faculté des Beaux-Arts, là aussi on a vu tous les départements en fait, y compris la lutherie, la faïencerie, c'était génial, on voyait la créativité des étudiants, le département de design aussi, ils nous ont montré les créations en fait, qu'ils avaient pu faire, c'était vraiment super quoi, de pouvoir voir un peu la créativité des étudiants de Naplouse. Je crois que c'est tout, on a fini. Ça c'est pour montrer qu'on était dans la voie du Nord. Alors, si vous avez de la chance, parce que ce superbe montage qui a été fait par Emmanuel est maintenant transformé en une petite plaquette qui va faire quand même 32 pages, qui va non seulement raconter ce qu'on vient de vous raconter, mais qui va parler plus en détail aussi des associations et des liens qu'on a là-bas avec les gens de Naplouse. Le hold-up n'est pas tout à fait parfait parce qu'on espérait pouvoir les avoir ce soir et donc vous soutirez les 2 € que coûtera la plaquette, mais on n'a pas été livré à temps, donc on les aura la semaine prochaine. Moi, je veux juste peut-être dire un truc pour terminer, c'est que je pense qu'il faut aller à Naplouse, faut faire des voyages par petits groupes avec éventuellement un objet ou un thème ou en fonction de vos compétences, centres d'intérêt, etc. Moi, je me suis jamais sentie du tout en insécurité de quoi que ce soit. Et puis nous, on va essayer de revenir casser les pieds à Kim pour la Toussaint. On est déjà en train d'organiser la suite. Mais là, on est prêt à répondre aussi à vos questions. Voilà. Pas de questions? Si je peux me permettre, moi j'ai 2 questions. Vous êtes passé aussi en Israël. Oui. Qu'est-ce que les Israéliens, est-ce que vous avez une idée de ce que les Israéliens pensent de ce qui se passe à Naplouse et à Gaza, etc. Et je ne sais pas si c'était tout. Et la deuxième question, c'est quel est le sentiment des habitants de Naplouse et puis des habitants de Palestine par rapport aux réactions, du manque de réaction du monde arabe? En Israël, on a parlé de personne. Pour Israël, on a vu personne, c'était pas l'objet de notre déplacement. On a vu la police aux frontières, on a vu les militaires israéliens au checkpoint. Des pèlerins. Et des pèlerins, puisqu'on est passé à Jérusalem avant de retourner prendre l'avion. Avec très peu de monde, on n'avait pas bien calculé au départ, mais on s'est retrouvé à Jérusalem, c'était le vendredi saint. Mais par rapport, discutant avec tous les gens, par rapport à ce qu'il y a à Jérusalem un vendredi saint d'habitude, les pèlerins, il n'y en a quasiment plus. Donc il y a un impact aussi sur la vie économique à Jérusalem et en Israël sans doute aussi, depuis le 7 octobre. Donc nous on n'a pas vu, on n'a pas discuté, on n'a pas... Oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas oublié aussi dans la plaquette, c'est qu'on est parti avec une lettre de mission d'amitié de Naplouse, une lettre de recommandation de la mairie de Lille et une lettre du consulat de France à Jérusalem disant qu'on était connus, etc. Moi, j'avais et toi, tu avais une lettre de la Ligue des droits de l'homme en plus. Donc en fait, on était en lien avec le consulat de France à Jérusalem et on a rencontré une attachée du consulat juste avant le dernier jour après être sorti de Cisjordanie à Jérusalem. Et donc on a eu... le consulat va plus dans les territoires occupés, je pense qu'ils sortent plus vraiment de... Ils vont sûrement pas dans les camps de réfugiés, ça les tracassait beaucoup qu'on ait prévu d'y aller, qu'on y ait été et que ça se soit... Voilà, elle avait des questions là-dessus. Inquiète surtout. Elle était inquiète pour nous au départ. Alors c'est vrai qu'on a été... nous
on avait eu les papiers, on avait eu des contacts, elle nous a dit rappelez-moi s'il y a quelque chose, et à la fin c'est elle qui a demandé une rencontre pour... Mais donc par rapport à ta question Jean-Marie, sur Jérusalem, on n'a pas plus que ce qu'on a pu se renseigner en lisant, en écoutant après ce qui se passait. On voit bien qu'il y a quelques mouvements actuellement, mais on n'en sait pas plus. Notre voyage n'a pas permis d'éclaircir, d'avancer sur ce point-là, le voyage. L'autre question c'était... Alors sur la deuxième question, oui, à propos du ressenti des Palestiniens par rapport au monde arabe, évidemment il y a une forme de stupéfaction, mais qui est identique pour le reste du monde. Il y a que quand même se rendre compte qu'ils sont à ce point lâchés par les gouvernements. Je crois que là il faut aussi peut-être que nous aussi on soit plus précis dans ce qu'on dit, c'est que en fait il y a quand même une situation un peu paradoxale aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas un lâchage des Palestiniens par la population française, par exemple. On sent quand même, sinon un soutien, du moins une empathie avec le... Il y a un vrai décalage sur ceux qui nous gouvernent. Et ceux qui nous gouvernent en France ou ailleurs, aujourd'hui, sont effectivement... sinon insensibles, du moins ils ont décidé de fermer les yeux sur ce qui se passe à Gaza. Donc ça, je crois qu'il faut... Et je pense que les Palestiniens, d'une certaine mesure, comprennent ça aussi. C'est-à-dire que quand ils nous disent continuez de manifester, on a besoin de sentir... je crois qu'ils font la distinction et ils ne nous confondent pas avec... Après... Ils nous ont tous demandé, ils nous ont pas parlé des pays arabes ni rien, mais ils nous ont tous demandé si Macron il allait vraiment faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. On a dit non. On a dit, des fois il fait pas ce qu'il dit, ça peut arriver. On ne pouvait pas s'engager en son nom. Ouais, mais on a bien mesuré aussi le risque que la France court avec la déclaration de Macron si elle n'est pas suivie des faits. C'est-à-dire que ça va être... pour les Palestiniens, une nouvelle déception de ce que la France n'est pas capable de tenir sa parole. Donc là, il y a un vrai enjeu, et je crois qu'il faudra, d'une certaine manière, réussir à convaincre Macron de tenir sa parole. Il y a quelqu'un qui fait ça. Louis. Vous avez très bien décrit les obstacles physiques de circulation qu'il peut y avoir entre les différents territoires et les différents quartiers. Mais est-ce qu'il existe sur place une infrastructure numérique qui permette de contrôler les blocages ou c'est vraiment sommaire? Il y a vraiment une utilisation des réseaux sociaux en permanence, je pense que... Telegram surtout. Telegram surtout. Ouais. Nous, on était sur notre petit groupe WhatsApp à 5, là, mais il y a une utilisation par Telegram, effectivement, qui est omniprésente. Et après, par le téléphone. Enfin, ils ont tous 2-3 téléphones en fonction des réseaux. On le voit avec les chauffeurs de taxi qui passent d'un truc à l'autre. Parce que pour aller de Tel Aviv à Naplouse, on doit s'arrêter, on change de taxi au milieu. La même chose pour aller de Naplouse à Jérusalem, on a aussi changé de taxi. Et là, les contacts, ils se font, on s'arrête un moment, ils demandent par où il doit passer. Donc il y a des moyens là qui sont le téléphone, mais sinon il y a vraiment une utilisation de Telegram et de Facebook aussi, pour certains réseaux aussi. Oui, je voudrais ajouter que, parce que c'est quand même important, c'est qu'on n'a jamais eu le sentiment d'être en danger pendant la durée de notre séjour. Et en fait, on n'a pas ce sentiment d'être en danger parce que on a la certitude, et là on a quand même un peu d'expérience là-dessus, de la protection qu'exercent les Palestiniens par rapport à nous. C'est-à-dire que jamais aucun d'entre nous, avec les 250 voyages qu'on a pu faire, a eu l'impression à un moment ou à un autre de se sentir en danger quelque part. Et c'est dû essentiellement au fait que les Palestiniens nous protègent systématiquement et anticipent les risques qu'on peut courir. C'est-à-dire que par exemple, avant de partir en Palestine, l'avis de nos amis de Naplouse est prépondérant. C'est-à-dire que s'ils nous disent c'est pas le moment, il ne faut pas venir, on les croit. Si c'est des Lillois qui nous disent c'est pas le moment, il ne faut pas y aller, on les croit moins, et on a eu raison de le faire là parce que beaucoup de monde nous disait
il ne faut pas y aller, c'est pas le moment, etc. Le moment, moi je préfère en laisser juger les Palestiniens, et tant qu'il n'y a pas d'interdiction de leur part de dire non, non, viens pas en ce moment, on peut considérer qu'on peut y aller. Alors, on a eu la chance nous, de passer le contrôle et d'arriver à y aller, puisque juste après, on est rentré 2 jours après, il y avait une délégation de parlementaires qui a été... il n'y a pas de visa en fait, quand on parle de visa, aujourd'hui il y a une inscription sur le site du gouvernement israélien pour pouvoir atterrir comme la même chose qu'a mis en place la Grande-Bretagne maintenant, donc il y a, je ne sais jamais les initiales du document, le TA. Le TA, il faut s'inscrire et donc vous recevez, nous on a reçu immédiatement, on reçoit un numéro qui est demandé, on ne peut pas embarquer là on était à Charleroi, on ne peut pas embarquer d'un aéroport vers Israël si on n'a pas ce numéro. Donc en fait c'est pas un visa, mais de fait ils savent qui vient et ils savent à quelle époque. Et en fait les délégations, que ce soit celles des parlementaires ou celles des villes jumelées, une dizaine de jours plus tard, qui devaient là, une cinquantaine de personnes qui devaient venir avec les délégations des villes jumelées avec des villes en Cisjordanie, ont reçu un nouveau mail. Ils avaient déjà reçu un numéro, mais ils ont reçu un nouveau mail disant qu'ils ne seraient pas acceptés, ils seraient refoulés à l'aéroport de Ben Gurion, que le TA était retiré, était plus valable. Donc, bon, c'est la question, effectivement, je pense que notre stratégie de petit groupe de 4 est quand même plus intéressante que de faire un peu la grosse délégation qui n'a pas marché, quoi. Non, moi j'ai juste une question, mais quand votre arrivée à Tel Aviv, est-ce que vous avez été embêté aussi avec des... Nous non. Bah que mais lui, Philippe. Oui. Non, de façon très étonnante, au retour, on n'a rien eu par l'avion on était complètement ignoré par l'avion de Ryanair qui était en retard. Mais il se trouve qu'on n'était pas dans l'aérogare principal, mais on était dans le petit terminal sur le côté. Et il n'y avait personne à la police aux frontières, même s'ils avaient voulu, je pense qu'ils avaient personne. Hein? Il y avait un chien, mais Et donc en fait, là on est passé, on s'attendait toujours à être rattrapé pour s'ils avaient fouillé les valises, parce qu'il y en avait qui avaient acheté 200 kilos de kéfier et 200. Mais pas du tout, on n'a jamais été rappelé. Par contre, à l'arrivée, bon, il y a le contrôle le premier passeport électronique avec reconnaissance faciale. Et là, pour 3 d'entre nous, c'est passé. Pour le 4e, ça a bloqué. On lui a dit d'aller se présenter à l'accueil. Et alors, ce dont on avait convenu, en fait, hein, c'était clair pour nous 4, hein, c'est que si on était interrogé à l'arrivée, on n'aurait qu'une politique qui est de dire la vérité, quoi. Donc quand le douanier m'a demandé où est-ce que j'allais, j'ai dit je vais à Naplouse. Bah oui. Et donc j'ai pas fini la phrase qu'il m'a indiqué l'endroit où il y avait voilà, où il fallait que j'attende. Donc j'ai passé en tout 3 heures et droit à 2 interrogatoires de 20-25 minutes chacun. Voilà, où ils savent maintenant le nom, le prénom de mes grands-parents. Ils m'ont demandé ce que je pensais du Hamas, de la guerre. J'ai dit on commence quand, en 17, en 48, le 7 octobre. Voilà, donc c'était assez, voilà, assez neutre, mais pas, voilà, pas très sympa quand même. Et l'élément prépondérant, c'est tout simplement de dire aussi, là aussi strictement la vérité, que c'était dans le cadre d'un échange citoyen, voilà, avec Naplouse qui existait depuis très longtemps. Je n'ai pas sorti la lettre de mission de la LDH. Je me suis dit que c'était pas forcément l'idée du siècle. Ni celle du consulat. Ni celle du consulat, parce que pareil, donc j'ai sorti juste la lettre d'Abitiali Naplouse et celle de la mairie. Voilà. Les autres, je les ai gardés dans mon sac en disant que je les sortirais vraiment si ça tournait vinaigre, mais c'est allé. Alors pour comment? Il reste aussi l'incertitude des colons. Les Israéliens ont tout intérêt aussi à ce que ça se passe bien pour nous. Par contre, il reste vraiment une petite incertitude sur les interventions de nous. Oui, mais en fait, l'élément un petit peu... dans la question des colons. Pardon. Non, mais je disais que les Israéliens aussi ont tout intérêt à ce que ça se passe bien pour nous. Mais il reste l'incertitude quant aux interventions des colons. Non, mais en fait, on sait pas. Là, de ce côté-là, on se contente de faire confiance au taxi et au fait que la plupart
des interventions de colons se font quand même, là je parle sous contrôle de Hakim, plutôt sur la route des petits villages. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont ciblé quand même un certain nombre de villages et c'est assez difficile de s'y rendre. Sur les routes empruntées par les taxis pour aller de Tel Aviv à Naplouse. La prochaine fois, on part en taxi, ce sera plus simple. Ou de Naplouse à Jérusalem, les risques sont quand même minimes. Bah après, je veux dire, il y a, comme je disais tout à l'heure, donc il y a Telegram, donc il y a une application qui s'appelle Telegram, qui est utilisée beaucoup. Il y a aussi des groupes de WhatsApp pour donc les chauffeurs de taxi surtout, qui utilisent ça. Pour voir, parce qu'en fait c'est chaque minute, en fait on peut, c'est mis à jour minute par minute pour voir s'il y a des attaques de colons dans un endroit, donc il faut contourner cet endroit, il ne faut pas aller vers les colons. S'il y a un checkpoint qui est fermé, donc comme vous avez eu ça en arrivant, il y a un checkpoint qui s'appelle Sarra qui était fermé, donc le chauffeur a eu l'information, donc il a été obligé de changer, donc ça a ajouté 20 minutes de route pour aller vers un village qui s'appelle Der Sharaf et d'entrer par l'autre village. Donc il y a ça qui aide aussi à naviguer, si on peut dire, donc mais les attaques des colons, les attaques de l'armée israélienne, c'est quelque chose qui est quotidien, donc c'est tous les jours. Mais comme Marc l'a dit, il faut faire confiance aux chauffeurs de taxi palestiniens parce que eux, ils font ça tous les jours, donc ils savent comment gérer la situation. Je suppose qu'en Israël, LDH existe, non? Oui, il y a des équipements. La LDH, mais il y a des. La LDH est membre de la FIDH, qui est la Fédération internationale des droits humains. Et donc nous avons des organisations partenaires au sein de la FIDH, à la fois en Israël et en Palestine. En Israël, nous n'avons pas rencontré les associations de droits humains parce qu'on est vraiment que passé en fait. On a juste eu le temps de voir la dame du consulat, puis ensuite on a pris l'avion, c'était pas l'objet de notre voyage. En Palestine, à Naplouse, nous avons rencontré quelqu'un qui est en lien avec Al-Haq, qui est l'association pour les droits humains, voilà, qui est interdite, Al-Haq, qui est une organisation interdite par l'armée israélienne. Oui, interdite par les Israéliens. Par l'armée israélienne. Et qui produit un travail qui est absolument remarquable. Enfin, les rapports produits par Al-Haq sur les violations des droits humains en Palestine sont d'une très grande qualité, d'une très grande solidité, d'une très grande qualité juridique, très bien documenté. Donc, il continue à faire un travail qui est absolument prodigieux, qui est d'ailleurs un travail qui est d'autant plus admirable qu'il est il documente principalement et très très massivement les atteintes aux droits liées à l'armée d'occupation, mais aussi les atteintes aux droits du fait de l'autorité palestinienne quand il y a lieu. Donc c'est un travail qui est vraiment remarquable et c'était un entretien très très intéressant qu'on a eu avec ces personnes. Vous avez répondu à ma deuxième question, je me posais si c'est peut-être utile ou a plus d'impact de voir témoignages de l'autre côté, mais vous dites qu'il y a d'autres organismes comme un HAC qui témoignent, voilà, c'est ça. Oui, c'est pour nous. Enfin, nous, l'objet était vraiment. Ça doit être très intéressant de rencontrer aussi les organisations qui défendent les droits en Israël, de discuter avec des Israéliens. Après, je pense que la situation de la société israélienne et de l'opinion publique en Israël, moi, je connais très très mal ce sujet-là. C'est extrêmement compliqué et depuis octobre 2023, on a eu la conférence, je me tourne vers Colette et Christian, de Karine Lamarche, donc, qui est universitaire spécialiste je le dis en bref, je dirais sans doute pas ça comme ça, mais des Israéliens pro-palestiniens, on va dire, donc de la partie, voilà. On a quand même un peu l'impression que son objet d'étude est en train de disparaître. Enfin, il y a quand même eu 500 000 départs aussi en Israël. Il y a quand même aussi une difficulté, elle confirmerait peut-être pas ça comme ça, mais on a l'impression que c'est très compliqué, quoi. Et que par ailleurs, les colons sont de plus en plus nombreux, avec une natalité, une démographie qui est très favorable.
l'équilibre interne de la société israélienne me paraît, vu de l'extérieur en n'étant pas spécialiste, très complexe en ce moment, quoi. Et l'entrée à Gaza est impossible pour vous? L'entrée à Gaza est impossible pour tout le Même monde. les journalistes sont interdits d'entrer à Gaza. Même les journalistes. Même les ONG n'entrent pas. Hein. Médecins sans frontières qu'on a rencontrés, ils avaient des gens sur place, mais ils ne pouvaient pas rentrer. Donc ils avaient des contacts, mais ils ne pouvaient pas rentrer. Je précise que Halak a été interdit en tant qu'organisation, je cite un guillemets, terroriste, ce qui est hallucinant en fait, hein, au titre de leurs activités, qui sont de documenter le respect des droits humains en fait, hein, en Cisjordanie. Mais une autre organe qui s'appelle B'Tselem, qu'on n'a pas pu... c'est israélien, B'Tselem. Qui est israélien, mais qui s'intéresse aussi à ce qui se passe forcément dans les territoires occupés, est vilipendé par toute une partie de l'opinion publique et considéré comme menant des activités anti-israéliennes. Enfin, on est quand même dans cette situation-là, quoi, où les gens qui vont poser sur la table la question du respect des droits humains, c'est pas facile en fait, hein, comme positionnement. CF aussi, ce que vous avez dit, Karine Lamarche, quoi, c'est quand même... Et le dernier élément, c'est là encore la démographie, c'est-à-dire que ce qu'a évoqué Emmanuel, c'est finalement pas tellement discuté, hein, le fait que depuis 3-4 ans, il y a un solde migratoire en fait, qui est plutôt favorable aux gens qui partent d'Israël et qui vont s'installer au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, et voilà, qui est quand même assez récent et qui est en fait assez inquiétant, parce qu'on a quand même plutôt l'impression effectivement que c'est plutôt, on comprend pourquoi ils partent, quoi, c'est qu'ils trouvent que l'air est un peu invivable, et ça c'est flippant, parce que c'est-à-dire que les logiques actuelles, politiques en fait, risquent malheureusement d'être exacerbées à l'avenir. On peut ajouter aussi que le rappel des Israéliens réservistes fait aussi que effectivement c'est plus que voir ce qui se passe à Gaza, c'est participer aussi à ça si on reste israélien en Israël. Et Julie qui a une question. Justement, si on est sur les questions migratoires, il y a d'autres questions. Si on est sur les questions migratoires, deux questions associées. D'abord, parmi les colons, il y a quand même beaucoup de franco-israéliens qui sont particulièrement agressifs, semble-t-il. C'est les pires. Donc, voilà, comment ça joue sur la perception de la France ou d'autres pays d'ailleurs de la part des Palestiniens. Et par ailleurs, je pense que toute une partie de la politique est faite pour aussi faire que les Palestiniens s'exilent, où on en est effectivement démographiquement au niveau de la Cisjordanie, ou en tout cas au niveau de Naplouse. Et par ailleurs, petite info qui est tombée il y a quelques minutes, l'Union européenne va revoir ses accords avec Israël. Les revoir ou ils vont réexaminer. Ils vont envisager de... On n'est pas encore très loin. C'est le résultat du jour. Mais là, peut-être que Hakim, il a comme je disais tout à l'heure, donc les pires colons, c'est les Français, malheureusement. Donc les Français qui vont faire leur alia vers la Palestine. Et je ne sais pas pourquoi, mais ils sont les plus racistes et les plus agressifs et les plus agressifs envers nous, Palestiniens. Donc, je ne connais pas la raison. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que... Ouais. Et donc par rapport à la population, donc il y a Gaza, donc la situation à Gaza, c'est qu'Israël veut vider Gaza, donc on a tous compris ça. Donc ils essayent de tout faire pour vider les 2 millions d'habitants de Gaza. Alors par rapport à la Cisjordanie, c'est un autre problème. On a parlé de ça, tout le monde nous disait ça dans les réunions qu'on a eues à Naplouse, ce qu'Israël, depuis octobre 2023, ils ont commencé une politique qu'ils ont eux-mêmes appelée assiéger et appauvrir donc, les communautés palestiniennes, donc ça, les villes ou les villages, les camps de réfugiés des territoires occupés. Et donc ça, pour ça, il y a par exemple les checkpoints. Donc autour de Naplouse, quand les checkpoints enferment la ville, donc il y a de 120 000 personnes qui entraient et sortaient de la ville, maintenant on est à 20 000. Il y a beaucoup de la vie économique qui est complètement étouffée.
Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail. Maintenant, ils ajoutent une troisième mesure qu'ils appellent isolement. Donc il y avait appauvrir, assiéger, et maintenant de isoler complètement la population. C'est pour cette raison d'ailleurs, je pense que maintenant, d'interdire les délégations qui viennent, que ce soit des élus ou autres, et l'autre jour, des deux copines des psychologues qui allaient travailler avec Médecins sans frontières à Naplouse, qui ont été interdites à l'aéroport de Tel Aviv, pareil, dès qu'ils arrivent, ils disent la vérité, ils disent Médecins sans frontières. Donc les Israéliens, nous on ne vous aime pas parce que vous faites des rapports sur ce qui se passe à Gaza. Et donc on ne peut pas vous laisser rentrer. Donc, tout ça, ça aide à étouffer la population sur place. Et après, je pense que l'objectif des Israéliens aussi, c'est de vider le maximum des habitants des territoires occupés. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que les gens me posent la question souvent. Je dis, mais ça, c'est quelque chose qui a commencé en 1947. Donc c'est toute une politique continue. Et maintenant, avant, ils mettaient beaucoup de masques pour faire joli les gouvernements israéliens. Maintenant, ils s'en foutent. Netanyahu, c'est comme un bulldozer qui fonce. Ils s'en foutent complètement. C'est l'extrême droite. C'est pire. Imaginez Le Pen au pouvoir, c'est 10 fois pire, à mon avis, le gouvernement israélien. Et après, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, il y avait un entretien avec un ministre israélien il y a 2 jours. Vous avez vu, je pense, la vidéo. Il dit maintenant, c'est comme pour lui, c'est un rêve qui se réalise. Maintenant, on est en train de tuer 100 Palestiniens à Gaza par jour et personne ne réagit. Et il a dit ça à la télé. Et en France, malheureusement, personne n'a réagi. C'est un ministre israélien qui parle. Et là, tout ça, ça ne va pas pousser les gens à essayer de sauver leurs enfants et de partir, à essayer de... Imaginez, je veux dire, les gens, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de moyens financiers, ils sont complètement étouffés. À Gaza, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas école. Je veux dire, il y a 100 morts par jour. Je veux dire, c'est impossible on pense tous à nos enfants, je veux dire. Donc... Justement, à ce sujet, je peux rajouter un truc, c'est que il y a longtemps quand même qu'on est un peu convaincu que vivre en Palestine, c'est la première forme de résistance. Parce que pour beaucoup de Palestiniens, il y a des possibilités de quitter le pays et de s'installer ailleurs, si on tient compte surtout du niveau de formation, du niveau d'études des Palestiniens, de la demande extérieure pour les métiers comme médecin ou autre. Il est bien évident qu'un médecin qui reste à Naplouse, on ne peut pas concevoir autre chose que c'est parce qu'il résiste en fait. Donc ça c'est une chose. Malgré tout, parce que évidemment forcément rien n'est simple, les gens vivent leur propre vie et la vie est compliquée quand même. Alors, on a rencontré quand même des gens qui nous disent est-ce que j'ai le droit d'imposer à mes enfants de vivre en Palestine? C'est une question forcément que beaucoup se posent, sachant que leurs enfants auraient une vie beaucoup plus simple à l'étranger. Donc voilà, donc c'était un peu la réponse que je voulais donner sur est-ce qu'il y a une émigration importante de Palestiniens. Forcément oui, il y a des Palestiniens qui quittent pour des tas de raisons, mais évidemment que la vie est tellement compliquée à Naplouse que bien malin celui qui peut les en blâmer. Une des besoins pour les enfants, c'est bien sûr d'avoir une bonne formation professionnelle. Est-ce que c'est possible ou est-ce que les enfants pensent que c'est possible? Alors, oui, c'est possible quand on leur laisse le temps. Le système universitaire en tous les cas et la formation en particulier pour l'université Al-Najah, c'est une très grande université de haut niveau avec des accords internationaux nombreux. Il faut encore qu'ils puissent suivre leur formation dans des conditions normales.
C'est-à-dire que les incursions ou les blocages, etc., ne rendent pas impossible le suivi de cette formation, mais le système universitaire, je réponds que partiellement à la question sans doute, mais le système universitaire est de très bon niveau. Donc c'est des formations de grande qualité, de très bon niveau, avec voilà, aucun doute sur la capacité à former. Et d'ailleurs, c'est une population qui est surdiplômée par rapport à la sociologie du pays comparée à d'autres pays. Donc, le système le permet. La réalité concrète, c'est que ce système universitaire très performant, il est complètement soumis aux brutalités de l'occupation, et on l'a vu à Gaza. Puisque là, pour le coup, les étudiants gazaouis, ils sont bien entendu dans la quasi-impossibilité de poursuivre leur cursus. Alors je dis la quasi-impossibilité parce qu'il y a quand même eu beaucoup de mobilisation, particulièrement de l'université d'Al-Najah, justement, qui est celle de Naplouse, pour permettre la continuité de l'enseignement dans la mesure du possible, y compris à Gaza, avec de l'enseignement à distance qui a été maintenu. Je le sais d'autant mieux que l'Université de Lille est partie prenante du projet qui est porté par une association qui a mobilisé des universitaires dans le monde entier, qui a permis, avec Al-Najah et toutes les universités, alors il y a beaucoup d'universitaires américains, canadiens, mais aussi français, tout ça a été, les cours sont sur les serveurs de l'Université de Lille, donc c'est nous qui hébergeons les supports de cours. Il y a des milliers de cours qui ont été enregistrés pour être mis à disposition des étudiants gazaouis, qui peuvent suivre les cours en ayant une connexion grâce à des cartes SIM. Là encore, je fais la pub de mon établissement, mais il fait pas toujours des choses bien, mais quand il fait, on peut le dire. On a financé pour récemment plus de 20 000 € sur nos fonds propres l'achat de eSIM, de cartes eSIM qu'on a acheminées à Gaza, c'était il y a un mois, ce qui permet aux étudiants sur place de capter le réseau jordanien et donc de suivre les cours. Et la particularité, égyptien, la particularité du dispositif qui a été mis en place avec Al-Najah et les universitaires partout ailleurs dans le monde, c'est que ce sont quand même les universités d'origine et d'inscription, donc de Gaza, qui diplôment. L'université qui n'existe plus physiquement, enfin je veux dire il n'y a plus, mais une université c'est pas juste un bâtiment, et c'est aussi une communauté universitaire, c'est aussi une institution qui incarne quelque chose. Donc les diplômes, ils sont délivrés, c'est Al-Najah qui en fabrique une partie et qui organise, en tous les cas c'était comme ça quand on avait échangé avec eux à ce sujet-là il y a quelques mois. Ça permet d'avoir une continuité. Enfin, le génocide à Gaza, c'est l'extermination des gens, des matériels, mais c'est aussi une extermination des villes, de la culture, du monde intellectuel quelque part. Donc faire persister quelque chose de ça, c'est aussi une manière de résister à quelque chose, quoi. Voilà. Sinon, très rapidement sur la formation professionnelle, on a visité le centre Mariam Hachem, en fait, où il y avait de la formation professionnelle, on a assisté à des cours de pâtisserie, voilà, il y a aussi des formations très professionnelles, en fait, qui sont prodiguées par des acteurs plutôt associatifs comme Mariam Hachem. Enfin, il y a toute une structure, on va dire, finalement de formation qui va bien au-delà de la seule université, un peu comme en France. Voilà, il y a des acteurs qui vont prendre en charge tel ou tel aspect de la formation professionnelle. Donc, et ça tourne, ça marche, quoi. En tout cas, les cours étaient remplis, ceux auxquels on a assisté. Oui. J'essaierai d'enchaîner du coup sur ces questions d'études et de formation. J'imagine que étudier dans un contexte pareil, c'est aussi un acte de résistance. Mais est-ce que ça ne génère pas une immense frustration, vu que l'économie étant détruite par l'occupation? J'imagine que quand on sort diplômé de l'université, c'est compliqué quand même. Ça, c'est pas un pays. C'est quoi les débouchés des étudiants? Alors le taux de chômage montré dans le film tout à l'heure, je pense que c'est avant le 7 octobre. Maintenant,
Je pense qu'on est à beaucoup plus que 23 ou même 30 ou 40% de taux de chômage. Alors, il y a un vrai problème moi, je veux dire, je reçois tous les jours des messages d'amis, des connaissances, des gens qui cherchent du travail, tous les jours. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a, comme je dis tout à l'heure, il y a un étouffement économique de la société palestinienne, de la vie économique. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de diplômés et après, il n'y a pas de débouché de travail. Ça, c'est une vérité. Mais ça, c'est l'objectif aussi de l'occupation israélienne, c'est de vider la population, de dire aux jeunes diplômés de partir. Il y a une dernière, Francis. Oui, moi, pour être pratico-pratique, je me dis que on a eu là toutes les infos de votre belle expérience. La question, moi, qui me taraude en plus, c'est nous, l'île, qu'est-ce qu'on peut faire dans la prochaine période, quoi, en tenant compte des contacts, des possibilités, des envies des uns et des autres. Donc, pour moi, il y a la partie projet. Hakim en a évoqué certaines pistes du côté des enfants. Il y a une somme de projets que Marc a évoqué. Et après, il y a tous les aspects de manifester à Lille notre désaccord, pour faire vite sur la situation. Et moi, il me semble que, je veux dire, globalement, on n'est pas assez à la hauteur et il nous faudrait, c'est facile à dire, mais trouver les moyens, compte tenu de la situation aujourd'hui, d'élever le niveau de nos réflexions et de nos actions. C'est pas possible qu'on se retrouve à 200, 300 place de la République un samedi sur 2, quoi. Donc il faudrait qu'on puisse imaginer des choses plus importantes et plus visibles. Donc moi je souhaite... J'ai une proposition, monsieur. J'ai une proposition. Oui, mais avant, pour clôturer, moi je pense que bon nombre d'entre nous peuvent se lancer sur un projet, sur tous ceux qui sont évoqués. Et on a l'expérience qu'évoquait aussi Marc, l'expérience de X personnes qui sont déjà allées de nombreuses fois et qui peuvent vous faciliter la vie, et ce avec les soutiens qu'on pourrait avoir, les facilités avec la ville de Lille, le consulat et l'ensemble des réseaux. Oui, moi je trouve la situation à Gaza, comme vous, horrible. Et nos façons d'action, comme dit monsieur, ils sont vraiment basses par rapport à ce qui se passe. Vous êtes d'accord? Alors, ma proposition, la nôtre, pourquoi ne pas impliquer les syndicats et faire une demi-journée de soutien de ce qui se passe, une demi-journée de grève des travailleurs en France? Appeler tous les syndicats à ça, CGT, etc., et faire quelques heures de grève pour dire que voilà, toute la France est concernée. Voilà. Parce que les manifs, les samedis, ça a beaucoup d'impact, mais voilà, c'est pas top, quoi. Vas-y Didier. Non, j'avais juste à dire que, effectivement, dans le droit fil de ce que nous a dit Francis, donc, il y a aussi des actions BDS, boycott des investissements, sanctions, avec notamment Attac et la FPS qui fait des actions devant la BNP ponctuellement pour les banques qui soutiennent aussi
Israël et sa politique. Et je voulais simplement dire aussi qu'à Roubaix, il y avait Ronnie Broman, donc pour l'information qui venait, c'est vendredi soir à la salle de Sueur. Qu'est-ce qu'il va? Enfin, juste dire, mais c'est pour répondre très très brièvement que c'est une question que tout le monde se pose en ce moment, d'autant plus que le niveau de mobilisation il est plutôt plus faible en France que dans d'autres pays européens, donc on a une sous-réaction à la situation. Sachez en tous les cas que ça ne va pas résoudre la question, mais le Bureau national de la LDH a fait des propositions à un certain nombre de grosses organisations et de gros syndicats. On a beaucoup travaillé et discuté tout le week-end justement pour essayer de trouver d'autres formes de mobilisation qu'on pourrait essayer d'initier et qui, en s'appuyant avec la FPS, avec la CGT, en mettant un peu en mouvement les grosses orgas et qu'on le fait en coordination avec la FIDH et les organisations européennes pour essayer de voir si, ce qui peut être fait. Mais c'est très compliqué de trouver une forme de mobilisation qui fasse que les gens réagissent. Voilà. Oui. Bon, allez-y. Moi, sur les mobilisations, je voudrais faire une remarque. Je trouve que souvent, quand on manifeste, par exemple le samedi, au bout d'un moment, on est entre soi, on est, comme tu disais, à 200, 300. Je me demande, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de sujets de mobilisation et pour venir régulièrement en réunion de la Ligue, je vois à chaque fois le nombre de choses auxquelles on est appelé à manifester. Il y a Gaza qui est vraiment la chose la plus dramatique du moment, mais il y a d'autres choses qui nous appellent. Mais ce que je voulais dire, quand même, je me demande si on ne devrait pas trouver des formes où au lieu de faire une manif toutes les semaines ou tous les 15 jours, pendant plusieurs semaines, on essaye d'aller distribuer, d'aller trouver un public supplémentaire plus large, et on aille trouver des gens qui n'ont pas forcément l'idée de venir manifester et de dire, par exemple, on manifeste une fois par mois, mais pendant les 3 semaines qui précèdent, on est allé dans toutes sortes d'endroits où on ne va pas d'habitude, parce que j'ai un peu peur qu'on soit trop enfermé sur nous-mêmes et trop content du petit réseau de magnifiques militants qu'on a. Ok, c'est super, mais comment on fait pour toucher davantage? Et je trouve qu'il faudrait réfléchir à ça. J'estime que c'est le rôle de chacun de véhiculer l'information. Je pense que la Palestine, moi je sors le mot Palestine 5 fois par jour, 5-10 fois. À chaque moment, s'il y a possibilité de parler Palestine, il faut passer l'information. Je pense que c'est nous les communicants et c'est à nous. Moi je suis rentrée dans une colère tellement forte que je me suis acheté un mégaphone et j'ai organisé une marche récemment. Et j'appelle à tous les bénévoles de venir me suivre à chaque fois où il y a des marches. À mon initiative, c'est des initiations, enfin, c'est citoyens. Je ne déclare pas, parce qu'il y a un moment, il faut bouger. Je sais qu'ici en France, on est dans l'intimidation. Donc les gens ont peur, ils n'osent pas bouger. On est assez nombreux à Lille. On a la chance d'être plusieurs communautés, plusieurs personnes de pays différents. On est tous touchés par ce qui se passe en Palestine, mais quand je discute, les gens sont encore dans la peur. Ils ont tous peur. Je pense qu'aujourd'hui, chacun devrait avoir un drapeau à sa fenêtre, à son balcon. Mais comment désintimider les gens? Comment faire en sorte qu'ils n'aient plus peur de perdre leur travail, de perdre leur petit confort, de perdre... Et c'est notre travail à nous, en fait, en disant, mais prends le risque et tu verras que quand on est plusieurs, ça se passe bien. C'est notre travail à nous de faire en sorte que les gens n'aient plus peur, en fait. Alors, une question. Peut-être il y a une certaine solidarité entre professionnels en médecins. Le cas d'Abou Safia est si éclatant que je pourrais m'imaginer qu'il y a des médecins ici qui, normalement, ne participent pas aux actions, seraient prêts d'écrire une lettre ou de faire quelque chose en public, en plus grand nombre des médecins qui, normal, qui n'ont pas de liens particuliers avec nous au monde. J'avais une suggestion, je ne sais pas ce qui est faisable, et d'autant plus que je parle de quelqu'un de très extérieur au sujet. Je ne vais pas inventer une maîtrise que je n'ai pas. Mais simplement, quelqu'un d'extérieur au sujet comme moi, l'image qu'il a de la Palestine, c'est quoi? C'est des gens qui prennent des bombes sur la tête. Des gens colonisés qui prennent des bombes sur la tête.
Or, quand on vous écoute ce soir, on a conscience que c'est quelque chose de bien plus complexe que ça, qu'il y a une culture derrière, qu'il y a c'est une vraie civilisation, une vraie vie, une vraie culture. Et ça ne ressort pas dans les mobilisations qui sont faites actuellement. On n'entend pas parler des artistes, de ce qui a pu se faire, de l'histoire de la Palestine. Et je trouve que c'est ça qui devrait être remis en avant plutôt que de... Enfin, c'est complémentaire, mais... Rappeler simplement l'élémentaire, c'est qu'il y a une population, une culture, une richesse dans cette situation-là. Attends une seconde. Les médias nous ont mis dans la tête que c'était de l'antisémitisme. Alors ça, il faudrait vraiment travailler là-dessus, faire la différence entre l'antisémitisme et l'anti-gouvernement Netanyahu, parce que les gens, tout de suite, ils disent « on ne peut pas être contre, c'est antisémite ». On est bloqué avec ça. Un autre aspect, toujours à Lille, il serait souhaitable que chacun de nous puisse se dire notre ville jumelle depuis 25, 26, 27 ans est dans l'état où elle est aujourd'hui. Et on ne peut pas, c'est impossible de laisser faire. Et donc en fonction de ça, derrière, comment peut-on intervenir plus efficacement, quoi. On ne peut pas se contenter de lamentations ou du c'est pas bien, du ceci ou cela. Et puis donc, et pour nous, c'est notre expression d'intervention, elle se situe, je pense, à ce niveau-là, quoi. Donc c'est envoyer des gens à Naplouse, c'est envoyer des gens chez Hakim, se mouiller sur un projet, c'est organiser un séjour et... Je crois que tu définis effectivement le but de ce qui nous réunit, c'est-à-dire que je pense franchement pas qu'il y ait d'action mauvaise ou inutile. C'est-à-dire que 200 le samedi à République, j'y suis pas souvent, mais je pense que c'est effectivement, ça a son utilité sur la visibilité qu'il y a encore des gens à Lille qui se préoccupent de la Palestine. Pour le reste, moi je crois que tout est utile. C'est-à-dire que la moindre action qu'on peut mener, c'est la demande qui nous est faite de Naplouse. On vous invente rien, on vous raconte pas de salade. Ils nous ont dit, mais il faut que vous fassiez plein de choses, qu'on sente qu'il y a plein de choses qui existent. Le voyage à Naplouse, allez, je le revends encore une fois quand même, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais pour les Palestiniens, il est important. C'est-à-dire que quand on est arrivé là-bas, qu'on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas d'étrangers dans Naplouse, ben oui, ils nous remarquent et ils sont contents de se dire que tiens, quand même, il y a encore des gens qui s'intéressent à nous. On a vu la même chose à Jérusalem, où on a dormi dans un truc du secours catholique à Jérusalem qui s'appelle la Maison d'Abraham, et où on était 4 le soir du jeudi saint, c'est-à-dire la veille du vendredi saint, qui est quand même un des moments pour les catholiques du monde entier de se rendre à Jérusalem. Donc, moi, franchement, si vous avez des idées, si vous avez des moyens de faire quelque chose, faites-les, avec nous, sans nous, ça sera de toute manière jamais contre nous. Donc, mais il faut vraiment qu'on libère le maximum d'initiatives. La grande initiative phénoménale qui va faire que, etc., eh ben, ça ressemble un petit peu à un truc que j'ai déjà entendu sur un certain soir où ça allait aller vachement bien. Un très grand aussi. Donc bon, franchement, s'il y en a... Alors, je termine quand même sur mon racolage pour aller à Naplouse. Si certains d'entre vous souhaitent s'y rendre, je leur donnerai quand même un vrai conseil, c'est de s'y prendre le plus tôt possible et de préparer. Alors, si vous préparez et que ça ne se fait pas, c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, demandez-nous de l'aide pour préparer, et puis après, vous avez le droit de changer d'avis.
Mais si ça vous intéresse réellement, il faut qu'on en discute. Parce qu'on a besoin aussi de ça, de gens qui vont, et comme ce soir, qui vous racontent un petit peu ce qu'ils ont vu. Mais l'urgence maintenant, c'est Gaza. Et Hakim a besoin. Pardon? L'urgence maintenant, c'est Gaza. C'est aussi la Cisjordanie. Oui, pour nous, c'est la Palestine, ouais. C'est la Palestine. Une autre façon aussi d'aider, si on ne peut pas se déplacer, c'est d'aider à financer notamment les actions de projets propres. Il est tout à fait possible, par le biais d'Amitié Naplouse, de faire des dons réguliers qui assurent un minimum vital financier pour le top. Il y a bien d'autres sources de financement, j'espère, parce que c'est pas uniquement ce qu'on voit à Amitié Naplouse qui peut permettre de vivre. Mais c'est important. L'aide financière est importante. Ça me fait penser quand même que j'ai oublié de vous signaler un détail dans le voyage à Naplouse, c'est que toute personne qui va à Naplouse le fait avec ses propres deniers. C'est pas l'association qui paye les voyages. Bon, ça me paraissait évident à vous aussi certainement, mais quand même autant préciser. Toute ambiguïté. C'est dommage. On va peut-être s'arrêter là.